Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Cinefiles pour une nouvelle vidéo, une nouvelle critique, la critique de moi-même et la Cité des Mille Planètes. Valérian et la Cité des Mille Planètes de Luc Besson, un film sorti en 2017, une libre, très libre adaptation de l'univers de la série de bande dessinée française Valérian et Laureline, scénarisé par Pierre Christin et dessiné par Jean-Claude Mézières. C'est l'adaptation, encore une fois, avec beaucoup de liberté, de l'Ambassadeur des Ombres, qui a été publié en 1975, et l'Empire des Mille Planètes, paru en 1971. Mais en fait, ça ne reprend pas grand-chose de ce deuxième volet. C'est un film avec Dendian, Cara Delevingne, Clive Owen, Rihanna et Tanouk, entre autres. Autrement, il y a beaucoup d'aliens en synthèse. C'est un film qui a coûté, pour faire ses aliens, 197 millions d'euros, à peu près 209 millions de dollars. C'est le plus gros budget, je dirais pas forcément français, mais européen, voire même international. Je vous dirai pourquoi, mais on va dire film français pour être plus simple. C'est un film qui a coûté un bras, ça se voit, le film montre ses bifetons. Il dure 2h16 et qu'est-ce qui se passe pendant ces 2h16 ? Eh bien, c'est Valérian et Laureline qui sont des agents spatio-temporels et qui vont résoudre une enquête au cœur d'Alpha, une cité-planète ou une planète-cité qui regorge de vie. C'est un petit peu vaseux, tout comme le film. Je suis mauvais. Non, j'ai trouvé le film vraiment mauvais, quoi. C'est consternant. Alors oui, c'est consternant, mais on pourrait dire quand même que c'est un petit peu divertissant. Oui, on peut dire que c'est divertissant, mais que c'est pas intéressant. Je devrais dire ça. Alors, je vais parler du film, sous toutes ses coutures. Il y a un très bon article positif sur le film, parce que sachez qu'il y a eu des très mauvaises critiques un petit peu partout. Une critique positive sur le site Courte Focale. Ils ont fait un article dessus qui est intéressant, mais qui est aussi un petit peu trop naïf. Après, bon... Moi, au contraire, je suis beaucoup trop blindé par rapport à Valérian, puisque j'ai lu les bandes dessinées. Quand on te dit que c'est une adaptation, que le mec il a voulu faire ça pendant 10 ans, et que tu vois le résultat en termes d'adaptation, c'est de la chiasse. De la pure merde. C'est incroyable les différences, en fait, les détails qui sont accumulés, qui déforment totalement l'œuvre de base, quoi. Enfin, l'œuvre de base, l'univers de base, je devrais dire. À ce moment-là, on peut se demander à quoi bon adapter Valérian quand le cinquième élément en retranscrivait déjà tous les éléments, et même peut-être mieux. Pour lui, il s'agit peut-être de fermer la boucle. Ça, je veux bien lui laisser ça. Mais j'espère qu'il ne va pas la rouvrir par la suite. Il y a des tonnes d'histoires, des bandes dessinées qui sont génialissimes, que Besson aurait pu raconter ou remanier à sa sauce. Et pourquoi il a pris celle-ci ? Les livres sont ultra riches, je vous invite à vous en procurer, surtout que chez les libraires, les vendeurs de journaux, ils commencent à en redistribuer, donc n'hésitez pas. Mais Alors je pense que le film marcherait pour les enfants. Mais pour quelqu'un qui est un peu plus adulte, qui a du bagage de cinéma et surtout qui a vu la bande dessinée, ça sert à rien et on s'emmerde. Donc moi je suis vindicatif, j'en suis désolé pour les gens qui souhaitaient un avis modéré, nuancé, mais plus je pense à ce film et plus j'ai envie de l'oublier. Donc à ce moment-là, c'est qu'il y a un problème. Je crois qu'il faut être clair, je pense que vous vous attendez à ce que je vais dire. Il s'agit d'une bande dessinée très ancienne. Il ne s'agit pas, dans ce cas-là, de dire au film qu'il plagie telle ou telle chose. Oh, ça plagie Star Wars. Je sais pas, moi, ça copie Mass Effect, des choses comme ça. Alors que Mass Effect ou Star Wars doivent une partie de leur visuel, entre autres, et peut-être aussi de caractérisation d'aliens, de Valérian, entre autres. Vous savez, il y a certains grands récits qui sont vraiment des récits phares pour la science-fiction. Par exemple, les cycles de Mars, John Carter, avec les extraterrestres verts et tout ça. On a aussi la BD de Valérian qui a commencé, je crois, en 1967, le premier tome, début 70, je ne sais plus exactement.
il ne faut pas fonctionner à l'envers. Il faut bien penser que Valérian, c'est une BD assez phare et influente pour la science-fiction, pour le steampunk également. Valérian, comme je l'ai lu, est une œuvre d'avant-garde, de témoignage, de transformation de notre société. En plus, dans les années 70, Pierre Christin disait justement, c'était un petit morceau sur courte focale, pour nous, la science-fiction était un moyen de surchauffer le réel, un vecteur idéal pour évoquer les grands changements qui affectaient le monde contemporain et pour décrire notre passage à la modernité. Les auteurs, je pense qu'ils étaient bien contents de voir une adaptation, et surtout une adaptation qui est faite en France. Je crois qu'on peut se méfier des Américains quand il s'agit de faire des adaptations d'œuvres qui ne sont pas les leurs. Le ton léger du film, par contre, peut bloquer un petit peu si vous connaissez bien la BD, qui présente quand même des choses assez sinistres, assez sombres, plutôt, je devrais dire, mélancoliques, même si les personnages de la bande dessinée sont plutôt positifs. Le film, lui, ne décide pas de commencer par une scène de la bande dessinée, il commence par une scène où nous présentons la construction d'Alpha, ce qui ne sert à rien dans l'absolu. Je veux dire, on aurait très bien pu commencer avec la mission spéciale dans le désert et après découvrir un lieu immense qu'on ne nous avait pas encore présenté. Non, il décide de présenter le lieu avec différentes rencontres avec les aliens. Ça commence avec des poignées de main entre humains pour fabriquer la base de Alpha, donc cette grande cité, et puis au fur et à mesure, il y a des petits engins qui s'agglutinent sur cette base d'Alpha, et ça devient tellement immense qu'à un moment, il y a des aliens qui ont repéré le signal et qui viennent aussi s'arrimer, faire une poignée de main, et après, ils sont dans la base, et ça grandit de plus en plus pour devenir une planète, carrément. Une planète qui regroupe des millions et des millions d'êtres vivants. Pour moi, c'est une séquence qui sert à rien parce que ça nous narre de l'univers, c'est-à-dire que ça nous présente de l'univers de Valérian. Ce qui est, je pense, le but d'un premier film quand on veut faire de la franchise. Mais c'est aussi un problème pour le film même, puisqu'il s'embarque dans des descriptions, dans des visuels descriptifs de choses qui ne sont pas cruciales au récit. Donc en fait, tu te rends compte que le film en lui-même, il pourrait être sacrément dégraissé, mais parce que c'est le premier film d'une franchise, pas forcément sur un univers connu, on se sent obligé de raconter le monde, de raconter l'univers, plutôt que raconter les personnages et l'intrigue principale. Donc ça c'est pas trop un mal, parce que c'est très beau à voir, mais en termes de rythme et d'engagement pour le spectateur, ça peut refroidir. Après, moi, je n'ai pas compris pourquoi on mettait David Bowie. Ça a peut-être un sens, cette musique. Moi, je ne connaissais pas. Enfin, je le connaissais, mais par une hallucination auditive. Bon, c'était pas forcément la meilleure façon de rencontrer Space Oddity. Je crois que c'est le nom de la musique. Mais alors, je trouvais que ça marchait pas du tout avec les images qu'on nous montrait. Mais voilà, c'est peut-être aussi ma non-sensibilité à cette musique de Bowie. De même que, encore une fois, on nous présente quelque chose mais qui ne sert à rien, puisqu'on nous montre les aliens qui serrent la main aux humains et donc une espèce d'amitié, mais en fait les années passent et le message s'efface. Ils sont en train, les humains, d'essayer de garder leur contrôle sur leur base. On a Valérian qui décapite un prince ou un roi, je crois, à l'intérieur du film, un roi alien. Donc en fait on se rend compte que l'amitié, l'entente et la diplomatie entre les aliens et les humains, c'est de la pisse. Donc voilà, on voit en fait que les principes qui régissent Alpha tiennent sur un petit fil dentaire et on voit que le message est oublié. Le film en lui-même, c'est une enquête. Ça prend la forme d'une enquête, on va dire, pas forcément contre la montre, mais une enquête de poursuite. On est à la poursuite de certaines personnes. J'ai entendu le mot space opéra. Au final, on ne voyage pas tant dans l'espace que ça dans le film. Donc, je pense pas qu'on puisse le nommer space opéra, c'est-à-dire un voyage spatial, peut-être dans les épisodes prochains, mais pas dans celui-ci. Donc, il s'agit plus d'une enquête dans un lieu fixe. Ils arrivent sur Alpha.
Et on a Valérian qui demande un bilan de ce qui s'est un petit peu passé entre-temps. Et là, on a l'IA, je crois qu'elle s'appelle Alex, cette IA, qui nous fait un descriptif que les héros doivent normalement connaître en fait. Mais c'est la présentation d'Alpha, non pas pour eux, mais pour le spectateur. Donc il y a presque un dialogue méta pour le spectateur, pour qu'on présente un peu l'univers et qu'on nous montre bien sûr des visuels pour le spectateur. C'est pour ça que je vous dis que la présentation de l'univers pose un problème dans les cohérences de tout par rapport aux personnages et par rapport à l'intrigue. C'est embêtant de voir ça, mais en même temps, il faut faire rêver un peu le spectateur. Donc si on lui montre rien d'autre que ce qui fait avancer l'intrigue, ben, il aura l'impression d'un univers étriqué. Ce que Luc Besson a fait, il a plutôt fait le choix de torpiller son récit et de nous montrer plein de choses. C'est un choix, on va dire, mais je trouve que c'est un choix qui n'a pas marché pour moi. Moi j'aime bien quand je suis bien pris dans l'intrigue et qu'il y a de la tension et tout ça, bah alors là j'ai rien eu, je n'ai rien eu. Comme je l'avais lu dans une critique anglaise, an epic mess, c'est-à-dire le bazar épique. Je crois que c'est ça, je crois qu'on peut résumer ce film, le bazar épique. C'est beau, mais c'est inutile. C'est utile pour le spectateur pour le coup, mais c'est pas utile que l'IA refasse une description des zones pour Valérian et Laureline. Quand ils arrivent sur Alpha, leur centre de commandement est là-bas. Ils savent très bien le contenu de cette ville. Donc voilà, vous voyez que des trucs comme ça. Les premières séquences du film, c'est un peu de l'esbrouf. Ça montre plein de choses pour nous montrer que l'univers est large, mais ces scènes sont au final même pas importantes pour l'intrigue principale. Ces scènes spectaculaires du début du film, je dirais 25 minutes, elles servent à rien en fait. On pourrait les couper. Et c'est malheureux quand même. La scène d'introduction d'Alpha, la scène des mules, et quel nom, et la scène du marché. On pourrait les couper. Mais c'est vrai qu'au début des films maintenant, typiquement américains, il faut pas croire que le mec il fait un film français, il fait un film à la structure américaine, sauf qu'elle est boursouflée par son côté auteur, donc en fait ça donne un mutant. C'est faire démarrer le film sur du gros machin, sur une grosse scène pour prendre le spectateur comme ça, hop, c'est ce que fait Luc Besson. D'ailleurs, les scènes d'action sont très longues. Ça m'a surpris, alors ça c'est plutôt positif. C'est un film qui n'est pas avare en action, mais en action assez diverses, donc c'est plutôt appréciable à ce niveau-là. On montre du vaste, mais l'intrigue nous rétrécit l'espace. C'est-à-dire que l'intrigue, c'est rentrer de plus en plus profond dans Alpha, donc avoir des espaces de moins en moins grands pour terminer dans des tunnels et dans des décors en ruine un peu cheap. Le Hollywood Reporter disait à ce propos quelque chose d'assez intéressant. La vivacité des lieux ne fait que souligner l'absence de vie de ceux qui les peuplent. C'est une formulation qui est très poétique et je trouve qu'elle donne aussi un point sur ce qu'est le film, ce qu'il représente, ce qu'on peut en retirer. Alors, est-ce que c'est un film qui est juste une présentation ? Non, quand même pas. C'est vrai, on doit présenter les personnages, on doit présenter des enjeux, mais après 1 heure de présentation, eh bien la deuxième partie elle est beaucoup moins intéressante. Ce qui est censé être l'intrigue principale, eh bien au final, moi je me suis emmerdé. Le début est très agressif, il est plutôt bon, et après tout s'écroule. Bon, moi je trouvais que ça s'écroulait déjà un petit peu au début, mais bon, c'est bon, la bâtisse elle tenait encore en place. Les éléments scénaristiques se répètent, ils se répètent, mais en même temps dans les bandes dessinées ça se répète aussi. Je veux dire par là que dans la deuxième partie, on a une sorte de cache-cache entre Valérian et Laureline qui n'arrête pas de se perdre et de se retrouver. Sachez que cet élément scénaristique, vous le retrouvez dans un certain nombre de bandes dessinées de Valérian et Laureline. Moi, je me rappelle de 2-3 épisodes où les deux avaient un peu leur histoire de leur côté. Et aussi prenaient contact avec des aliens différents, étaient en contact avec des cultures différentes pour résoudre l'intrigue. Donc, au final, cette idée de faire séparer les personnages plusieurs fois dans le récit, eh bien, je trouve que c'est cohérent aussi avec une façon d'écrire dans la bande dessinée. Donc ça c'est vrai que c'est bien. C'est bien. Après, si on n'a pas lu la BD, on peut pas le savoir. Et quand on le sait pas, on peut trouver que c'est faible. Moi, ça m'a pas empêché de trouver que c'était faible parce que ça rajoute du temps en fait dans le récit. Et du coup, je trouve que ça rajoute aussi des moments inutiles. C'est-à-dire que ça fait boursoufler le récit pour rien
Parce que, justement, en sauvant l'un ou l'autre personnage, ça nous fait d'autant plus d'interactions avec un environnement extraterrestre. Donc, de la présentation d'univers. Non mais c'est ça. Ce qui nous fait un ventre mou au milieu du film. Mais je sais pas, un ventre mou d'1 heure peut-être. Je sais pas, j'ai du mal à l'estimer en termes de durée. Mais on a 1 heure, on se fait chier. Oh là là, c'est monstrueux. Pourtant, et c'est ça qui est paradoxal, c'est qu'on a du gros rythme. Hein. Franchement, il n'y a pas beaucoup de scènes où il se passe rien. Hein. Il y a toujours des petites scènes d'action, des petits moments un peu what the fuck divertissants, un peu de comédie aussi. On a toute une scène où on est dans l'eau, dans un sous-marin et tout ça. Et on sent très bien quoi. Il faut mettre de grosses scènes d'action, on met des gros monstres et tout ça. Et bang bang bang. Enfin voilà, c'est tout énergique, c'est tout foufou, c'est tout. La scène sert à rien. C'est tout ça, oh, c'est consternant quand même, hein. Parce que tu vois qu'il y a le moyen avec le mec qui veut faire des trucs de ouf, mais tu vois que scénaristiquement ça sert tellement à rien de s'exciter comme ça. Et en fait, l'action devient banale. Ce qui fait qu'à la fin, on a une scène d'action finale qui est censée être une scène de tension importante. On a tellement été gavé de plein de scènes d'action avant, plus impressionnantes même que celle-ci, que la scène d'action finale, on s'emmerde et on s'en fout. Et ça, c'est aussi un problème. Enfin, je trouve que c'est aussi un problème. Alors, je ne connais pas assez la construction en série télé pour dire que c'est une construction de série télé, mais ceux qui en ont l'impression, peut-être bien. En tout cas, je suis sûr qu'il y avait moyen de resserrer un petit peu tout ça pour que ce soit plus consistant, plus structuré, parce que là c'est un enchaînement de petites scènes pour nous montrer d'autres parcelles d'alpha plutôt que quelque chose qui est construit, c'est-à-dire une vraie structure où chaque scène apporte un élément important sur l'intrigue ou sur 1 ou 2 intrigues secondaires. Ici, on a des intrigues secondaires qui ne servent à rien. On a par exemple un chef de gang, une espèce de pirate, un gros monsieur, un gros alien, qui dit à Valérian « Oui, je vais te retrouver dans l'univers et je te tuerai !» Et il y a Valérian qui lui dit « Bonne chance !» Donc bien sûr, référence à Taken, hein, vous voyez la référence subtile du gros balourd là. Il était tellement content d'avoir fait un succès avec le premier Taken que maintenant il veut faire une référence. Enfin voilà, c'est un problème parmi d'autres. Donc on se dit, le gros balourd, il va essayer de le retrouver dans le récit. Non, pas du tout. Donc il nous balance ça comme ça, et en fait il n'y a rien qui se passe avec lui. Ça aurait été trop bien d'avoir un running gag avec ce mec qu'il poursuit dans Alpha. Là, ça donne du volume en récit, parce qu'il n'y aura pas qu'une seule menace. Valérian devra aussi fuir ce gros mec et ses chiens et tout ça. Donc ça, ce serait excellent. Mais on balance ça parce que ça fait la petite blague, et en fait on n'en fait rien. Donc voilà, que des trucs comme ça, vous voyez ça, vous dites, oh mon Dieu, c'est consternant. Tout le passage, ah oui, alors ça il faut que j'en parle. Le passage où on a Laureline qui est capturée par des espèces de gros aliens, je sais plus le nom, et pour rentrer dans le château des aliens, des extraterrestres, eh bien il y a Valérian qui va faire appel à Bubble, l'espèce de monstre métamorphe qui est dans un cabaret. Cette séquence et la suivante dans le château, on aurait pu l'enlever carrément, c'est-à-dire qu'on aurait pu faire un raccord entre Laureline et Valérian qui sont dans l'espèce de falaise, dans la caverne près de du vaisseau craché de Valérian, et de faire un raccord quand ils sont sur une passerelle et qu'il y a Valérian qui dit à Laureline qu'il est guidé parce qu'il a une femme en lui. Et il y a Laureline qui lui dit tu te fous pas un peu de ma gueule, voilà. Et on aurait pu très bien faire un raccord d'ici à là, c'est-à-dire, mais ce que je veux dire c'est qu'il faut pas forcément faire le raccord à ce moment-là. Ce que je veux dire, c'est que cette scène de Bubble et du palais des aliens, ça prend peut-être 15 minutes, ça ne sert à rien et ça peut être retiré. Mais c'est encore une fois pour montrer de l'univers, bla 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 bla. De même que tout le passage avec Alain Chabat et son sous-marin et une méduse, ça ne sert à rien. Je veux dire que l'idée de cette scène, c'est que Laureline puisse savoir où est Valérian. Je suis sûr qu'il y avait moyen de faire plus court pour avoir la même information. Ce qui me fait dire que ces scènes sont clairement là pour nous montrer de l'univers. Et je me souviens pas de toutes les bandes dessinées, j'en suis désolé, mais je ne crois pas qu'on ait ce genre de truc dans l'univers. Autant les aliens qui sont montrés dans leur palais avec un grand roi et tout ça, ça c'est dans la bande dessinée. Je crois que c'est dans l'Ambassadeur des Ombres,
Mais alors les gros aliens qui nagent dans l'eau, là, on dirait un peu les créatures de Star Wars 1. Non seulement elle est pas trépidante, elle sert à rien. Je veux dire, les mecs, ils ont dépensé des millions pour faire cette scène, et au final, pourquoi ? Juste retirer une méduse d'une tête, enfin, c'est ridicule. En plus, alors c'est ça qui est dingue, c'est que dans la BD Valérian, il y a une créature qui ressemble à une méduse. C'est une créature qui parle et qui peut envoyer des ondes soniques, enfin un truc assez pointu. C'est une créature très intelligente de mémoire. Je peux plus vous dire son nom, mais elle apparaît dans 2-3 BD. Alors tu te dis, mais ça va être la méduse, enfin cette espèce de créature qui se tient comme ça toute seule avec ses pattes. Alors ça va être trop cool. Non, c'est une méduse random qu'on pose sur sa tête. Ah bah là tu vois très bien que le mec il en a rien à foutre de la bande dessinée. Et attendez, ça c'est que le début. Quand j'arriverai aux personnages et aux différents aliens importants de la bande dessinée, alors là vous allez m'entendre gueuler, hein. Non mais vous voyez, on aligne les trucs et on se rend compte qu'il y a rien quoi. Y a rien. Oh là là, moi ça me fait chier. Ça me fait chier parce que j'aurais peut-être souhaité aimer un peu plus le film, mais je voyais la promotion, je savais déjà que ça allait pas être bon pour moi. Alors j'espère que ce sera bon pour vous, mais ça n'a pas été bon du tout pour moi. Le film m'est apparu donc désespéré de me susciter de l'attention également. J'ai plus une impression de recherche d'efficacité qui n'est qu'un écran de fumée pour cacher des choses compromettantes. La caractérisation des personnages à la ramasse. Et puis au-delà de ça, il y a aussi plein de petits problèmes liés à l'univers trop vaste qu'on veut bien nous montrer, mais qui manquent de règles établies. Par exemple, on nous montre ce fameux marché des dimensions. C'est une superbe idée, ça semble être le principe de mettre un casque pour voir le marché d'une autre planète. Il ne s'agit pas d'un marché virtuel, à mon sens, un marché qui se trouve autre part. Donc c'est en fait faire le lien entre deux espaces très éloignés par le biais du virtuel. Ça c'est très intéressant. Le problème est que quand ils sont sur la surface plane, le désert, bien ils ne peuvent que marcher devant eux. Et alors que le marché se fait sur plusieurs niveaux. Donc comment peuvent-ils passer au niveau inférieur ou remonter d'un niveau inférieur ? Voilà, le film est spectaculaire, mais quand on commence à questionner un peu le film, y a des barricades qui se dressent. Encore une fois, c'est un joli univers, mais qui a aussi des problèmes de cohérence, disons-le. Mais bon, on peut venir taper sur la plupart des films avec ce genre d'argument. Je pense que Valérian, en termes d'histoire, vous pouvez peut-être plus l'apprécier si vous le considérez comme, je l'avais lu dans une critique de IGN, comme un RPG. Avec une quête principale qui n'est pas forcément intéressante et des quêtes secondaires et de l'exploration d'univers. Et à ce moment-là, le film devient plaisant. Donc c'est peut-être comme ça qu'il faut le voir. Il ne faut pas penser, oui, alors c'est un film et tout ça. Non, c'est un jeu vidéo avec des quêtes principales et secondaires. Une succession de petits délires personnels avec au résultat très peu d'enjeux. Pourquoi devrions-nous sauver les Pearls ? Parce qu'ils sont purs. Ah là là, mais vraiment ça c'est à 2 balles, hein. Ça c'est vraiment à 2 balles. Il y a eu sûrement des milliers de races extraterrestres qui ont été exterminées. Alors ceux-là on devrait les sauver. On se demande pourquoi, mais bon, à la limite ça c'est pas trop grave. La fin, j'ai même pas envie de parler de la fin, vous voyez, parce que ça me fait chier. J'ai bâillé lors du climax final, c'est-à-dire la grosse scène avec du suspense, avec une bombe qui va exploser et tout ça. J'ai même pas envie de faire la critique. Pour moi c'était nul quoi. J'ai bâillé, il y a des espèces de flashbacks incessants qui montrent aussi que Luc Besson s'embarrasse d'une narration dont il a même plus la maîtrise, puisqu'on revoit les mêmes scènes, c'est-à-dire qu'on revoit 2 fois l'incident chez les Pearls sur la planète Mule. S'il y a 2 fois la même chose, c'est qu'il y a une faiblesse quelque part. Alors oui, il y a une étendue en fait du problème de Mule, c'est qu'il y a eu une guerre spatiale. Si c'est pour faire tout d'un coup une révélation comme quoi il y avait une guerre spatiale, oui, on a vu un vaisseau tomber sur la planète, on s'en rendait bien compte qu'il y avait quelque chose qui se passait dans le ciel. Vous voyez des trucs comme ça, c'est très encombrant, ça alourdit la fin, mais d'une façon spectaculaire. On s'embourbe dans les explications. Je crois que ça c'est revenu à peu près dans toutes les critiques, donc je ne vais pas aller plus loin, mais on s'embourbe dans des explications, c'est très 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 pénible. Ça n'en finit pas. Et la scène d'action est une simple scène d'action de Bang Bang. Donc oui, ça franchement il aurait peut-être fallu le présenter au début, mais pas à la fin. Pas à la fin où avant on a eu des courses-poursuites, des monstres géants et tout ça. Et là on a du simple Bang 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 contre des robots. Bon,
Voilà, hein, c'est un peu à l'image du film, pétard mouillé. En plus que voilà, la cité n'est pas vraiment l'enjeu du film, les personnages ne sont pas l'enjeu du film. On se demande ce qu'il y a en fait. Alors, à ce propos, Courte Focale cite Jean-Michel Frodon, qui fait d'ailleurs un texte compréhensible que pour lui-même, un texte littéraire. Alors bien sûr, ça, on ne peut pas approcher de ce texte, nous, les gens qui n'avons pas la fibre littéraire et poétique. Hein. Il parle de race de cinéastes démiurges, donc les cinéastes qui créent des choses, en mettant Luc Besson à l'intérieur. Ah bon, il faut pas exagérer non plus, tout est dans la bande dessinée. Courte Focale avec son article est un petit peu trop optimiste sur les qualités du film, un peu trop de blabla, pas trop concret dans leur article. Mais il n'y a tellement rien qu'ils brodent de la poésie pendant un paragraphe, c'est assez ridicule, mais quand même je voulais vous souligner cet article parce que je crois que c'est le seul que j'ai vu de positif. Besson par contre, et ça je suis d'accord avec eux, c'est un rêveur qui se réfugie dans l'imaginaire, il crée des alternatives de monde. Le dernier combat, Subway, le cinquième élément, Arthur et les Minimoys par exemple, c'est-à-dire que c'est un réalisateur qui aime bien se projeter sur des choses un peu plus fantaisistes. En même temps, d'être un excellent suiveur, comme je l'avais lu dans Courte Focale, c'est-à-dire quelqu'un qui a le goût du recyclage. C'était tendance à l'époque, dans les années 80, bien entendu, vous me direz. Besson agite ces quelques références pour les détourner ou pour les incarner, ça dépend. Des références un peu gratuites à plein de choses, hein, aussi bien Jessica Rabbit que Taken. Voilà, bon Taken, hein, j'ai déjà entendu la phrase dans Vampire de Carpenter 10 ans avant, voilà, c'est pas forcément une phrase qui est importante. Quant au message, eh bien, on a encore un message antiraciste, écolo, hein, attention, le peuple pur, c'est celui qui est le plus en phase avec la nature. Bon, tout ça, c'est bien avatarien à mettre dans le panier avec d'autres films, mais bon, on sait très bien que c'est pas ce film qui va nous faire changer d'avis. Ne nous voilons pas la face, hein. Ces films engagés et tout ça, on sait très bien que ça va pas nous engager. Faudrait être fou pour penser le contraire, avec l'amour plus fort que tout le bazar qu'on nous recite à chaque film. Après, il n'a jamais fait des trucs profonds, il reste dans son élément, le spectaculaire. Et en cela, le film peut marcher. Il n'a pas marché pour moi, mais ça ne veut pas dire qu'il est complètement inefficace. Quant au message, encore une fois, concernant les migrants, hein, être ouvert, tolérant, alors qu'il nous montre des aliens comme des idiots, des sauvages, des prostituées, des danseuses de cabaret de charme, et aussi des trafiquants. Je trouve pas que c'est vraiment mettre les aliens sous le beau jour, alors qu'ils viennent pas nous parler de migrants, oui c'est sur l'eau à l'immigration, il faut accepter les autres. Non, le film ne nous les montre absolument pas. On n'a pas d'aliens intelligents dans ce film. Au début, on a des aliens qui ont l'air technologiques, mais on n'a pas tout d'un coup, alors que dans Valérian, il y en a des aliens intelligents. Et qui sont aussi, voilà, qui sont pas traités comme de la merde, parce que les Shingus, bon, c'est des espions industriels, j'en parlerai après, mais ils sont pas forcément bien traités dans le film. Voilà, manque de diversité de classe concernant les aliens, c'est un petit peu dommage, hein, que à chaque fois, quand il s'agit de présenter des aliens, on aille dans les trucs underground, des bas-fonds, et qu'on n'ait pas tout d'un coup des races aliens un peu plus élevées, parce que franchement, la race des gros aliens là, avec leur roi, c'est juste des crétins, quoi. Ce sont des crétins, ce sont des hommes préhistoriques qui ont trouvé refuge dans Alpha. Et bon, ça reste montrer les aliens comme des idiots, comme des êtres sacrifiables, comme des êtres tuables sans aucune conséquence. C'est-à-dire que le mec, il a quand même tué un roi, Valérian, et au final, il n'y a pas plus de conséquences à son acte. Assez discuté du scénario, parlons un petit peu de ses personnages. Parlons un petit peu de moi. Non, parlons un petit peu des deux acteurs principaux. Ils sont bankable. Bon, bankable, c'est à mettre entre gros guillemets, parce que autant le Dendian, il a joué dans un Spider-Man qui n'a pas marché et Cure for Life qui n'a pas marché. Et Cara Delevingne, elle a joué dans 2-3 films, dont Suicide Squad, qui a eu de très 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 mauvaises critiques. Et bon, elle jouait pas un truc faramineux non plus. Donc c'est une espèce de tendance, de mauvaise tendance. Et les acteurs, je pense, ce sont des acteurs qui sont jeunes, donc ils sont censés être aussi là pour plus de temps s'ils devaient faire d'autres films. Et du coup, étant donné qu'ils sont jeunes et qu'ils n'ont pas forcément eu de succès, ils sont sur la pente descendante. Donc ils sont pas chers. Je pense qu'il a fonctionné comme ça en tant que producteur.
acteurs, ben oui, c'est sûr, on prend des acteurs qui sont un petit peu moins tendance, ou qui sont tout simplement un petit peu moins bons, ben ça se sent. Je vais pas m'éterniser trop dessus. Leur jeu entre eux en tout cas est assez enfantin. On a l'impression qu'ils sont deux gosses de 15 ans avec une espèce de mini tension sexuelle, un flirt d'ado, une histoire de manette par exemple à un moment, redonne la manette, oh là là là. Enfin, je veux dire, ça c'est pas dans la BD quoi. Là on voit très bien qu'il y a une vraie différence entre ce que nous présente le film et ce que nous présente la bande dessinée. Chaque interaction de Valérian et de Laureline, c'est pour se la serrer. Mais qu'est-ce que c'est que ça, quoi? Oh là là là, dans la bande dessinée, on n'est pas aussi insistant. On sent bien que Valérian, il a envie de rester avec Laureline, mais c'est pas à chaque détour de phrase, quoi. C'est vraiment, on lui fait passer pour des demeurés, là. Hein. C'est pas très agréable, hein. Je trouve qu'ils ont pas de charme. La relation est ambiguë entre les deux, et c'est bien de garder cette ambiguïté. Mais la chimie entre les acteurs, je l'ai pas trouvée très intéressante. Alors bien sûr, dès que ça passe sous la ceinture, les conversations, tout d'un coup, ils se sentent un peu plus proches l'un de l'autre, mais c'est, comme disait Écran Large d'ailleurs, Valérian, l'unique motivation demeure une gratification sexuelle hypothétique. Hein, non, mais c'est totalement ça. Dans la bande dessinée, le mec ne tourne pas autour de Laureline pour à chaque fois se la serrer, quoi. Oh là 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 là. J'ai jamais entendu autant de fois dire que je suis un connard dans les critiques. Et je suis bien d'accord, je suis un connard dans le film. Non, oui, ça n'a rien à voir avec la bande dessinée, là. Il n'y a pas d'évolution du gars. Si, une évolution à la fin, une espèce de machin de pirouette. Alors le mec, il fait tout de travers pendant tout le film, et à la fin, il dit « Oui, je respecte les ordres parce que je suis un soldat. » Mais qu'est-ce que c'est que ce mec? Oh là là. En plus, je trouve qu'il fait... On dirait que ça fait le gars qui sort d'école militaire. Il a l'air jeune dans le visage. Pour moi, Valérian, c'est quelqu'un qui est adulte, quoi. Qui a un physique d'adulte, un peu viril même. Dans les bandes dessinées, le mec est assez viril. C'est pas une montagne de muscles, mais c'est un mec viril et qui a de l'astuce. Ici, c'est un gamin, quoi. Alors que Dendian, il est âgé, hein, mais il a pas le physique de Valérian, il a pas la psychologie de Valérian, et surtout, c'est pour ça que Luc Besson, il a mal fait son boulot, on lui fait pas dire des trucs de Valérian. Et concernant Laureline, alors ça c'est encore pire. C'est encore pire parce que déjà elle n'apparaît pas dans le titre parce que c'est Valérian et Laureline. Là elle passe au second plan. Alors il y a un truc qui est sympa, c'est qu'on n'a pas développé tout l'aspect temporel en fait de ces deux agents et le fait que Valérian est allé dans le temps pour récupérer Laureline qui vient du Moyen-Âge, enfin je crois une période similaire au Moyen-Âge. Donc voilà, c'est vraiment pas du tout comme la bande dessinée, elle est pas rousse comme dans la bande dessinée. Elle se fight contre différentes autres personnes, c'est-à-dire que voilà, c'est un personnage agressif dans le film, c'est-à-dire la femme forte, Lilou, machin. Alors le mec, il a voulu en fait caler ses héroïnes passées sur le personnage de Laureline, il a projeté ses héroïnes précédentes, c'est-à-dire qu'en gros là, c'est je suis féministe, je fous des tatanes. Voilà. Le message, soyez féministe, soyez agressive. Qu'est-ce que c'est que ce message? Qu'est-ce que c'est que ça? Moi, je suis consterné, parce que dans la bande dessinée, le personnage de Laureline est ultra forte, mais elle est forte parce qu'elle est diplomate, parce que Valérian, c'est une brute qui n'y connaît rien, et elle a le savoir, elle a la culture, et elle a le moyen de faire du troc, de faire de la diplomatie, de connaître les gens, de dialoguer avec eux, et des fois, c'est beaucoup plus efficace que Valérian qui veut essayer de faire un espèce de plan à la bourrin. Et ce rapport entre les deux est ultra fascinant, mais là, le problème, c'est que les deux fonctionnent de la même façon, les deux sont des bourrins. Alors bien sûr, là, on ne sent pas qu'il y a un contraste particulier entre les deux. Donc en fait, il y a beaucoup de choses qui s'annulent dans l'osmose, dans l'alchimie, cette fameuse alchimie, par rapport à la bande dessinée. Il y a un simple exemple. Dans la bande dessinée, j'avais repris cet exemple parce que j'avais lu la BD tout récemment. Il y a Valérian et Laureline qui vont aller au casino, une espèce de casino spatial. Et il y a Laureline qui prend le petit transmuteur, la petite créature qu'on voit dans le film. J'en parlerai après. Il y a Valérian qui lui demande « Mais pourquoi tu vas prendre le transmuteur ?» Et il y a Laureline qui dit « Ah oui, mais je sais parce que tu vas jouer au casino et tu vas tout perdre. Donc moi, je prends le transmuteur, comme ça, on aura toujours un petit peu d'argent. » Parce qu'elle connaît Valérian, parce qu'elle sait que c'est un borné et que même s'il perd, il voudra continuer à jouer. Et donc elle, parce qu'elle
elle connaît bien les gens parce que voilà, elle a le contact humain plus facile que Valérian, eh bien elle va être prudente, elle va préparer le terrain en fait de la diplomatie et le terrain du troc et de l'entente. Donc c'est vraiment un personnage très fort, Laureline. C'est celle qui est de mémoire le plus en contact avec les cultures aliens, et c'est surtout elle qui traite souvent, très souvent, avec les Shingus. Alors qu'est-ce que c'est que les Shingus? Eh bien comment je peux vous parler de ça? Je vais enchaîner tout de suite sur les Shingus parce que moi ça me démange. Les Shingus, c'est ce qu'ils appellent dans le film les Dogandaki. Alors je sais pas d'où ça sort ce nom là, c'est peut-être le nom des personnages, ça j'en suis pas certain, mais si c'est le nom des aliens, c'est un aveu clair de Luc Besson de son échec à essayer de retransmettre l'univers de Valérian. Les créatures, les 3 petites créatures que vous voyez avec des petites ailes et une espèce de museau de limier là dans le film, eh bien c'est ce qu'on appelle les Shingus. C'est un trio, ils se déplacent toujours par 3 dans l'univers. Ce sont des espionneurs industriels qui revendent leurs informations contre de l'argent. Ce sont des troqueurs, ce sont des gens qui adorent négocier leur prix. Toujours à la hausse, bien sûr. Et c'est surtout, et là le film a totalement compris en fait leur caractérisation, ce sont des personnages qui parlent toujours à 3. C'est-à-dire qu'ils ont tous, comme ils disent dans le film, une information par personnage, et quand on a les 3 informations, on a la phrase complète. Et je trouve que en termes de caractérisation, ils ont tout de suite compris ce que c'était en fait que les Shingus, des petits personnages qui se déplacent toujours à 3, toujours groupés, en train de tout le temps de chacasser et tout ça. Et à un moment, il y a Laureline qui les emmène dans une espèce de pièce toute noire, et eux, ils disent « Oh là là, on va avoir des problèmes, oh il fait tout noir et tout ça !» Mais je trouvais que c'était tellement ça en fait, les Shingus, mais je trouve que leur design est raté. Il est raté, c'est-à-dire qu'on n'a plus une trompe d'éléphant, on a une espèce de comme si en fait c'était une espèce de mutant de Picsou quoi, de Riri, Fifi et Loulou. Enfin c'est affreux, on croirait presque un espèce de bec, en fait on croirait une sorte d'ornithorynque. C'est pas ça les Shingus. Et en plus les yeux sont trop petits. Les yeux sont beaucoup trop petits. Dans la bande dessinée ce sont des énormes yeux. C'est un peu spécial d'ailleurs. Mais ils ont dû faire des tests et ce design devait être le plus correct. Mais ça donne une drôle d'impression en fait sur le visage des Shingus. Mais leur caractérisation est parfaitement retranscrite. Alors là au niveau de la caractérisation c'est très juste. Je vais enchaîner avant de parler des autres personnages sur un autre alien, un alien phare, de même que les Shingus, c'est le grognon. Alors ce que j'appelle le grognon, c'est le transmuteur, c'est-à-dire l'espèce de créature qui pond de la monnaie ou des perles dans le film. Alors comment je vais aborder ce personnage, parce que c'est ce qui m'a le plus ulcéré, parce que j'adore le grognon. Le grognon c'est une petite créature, on dirait un petit hérisson avec des espèces d'écailles et un plumage sur la tête dans la bande dessinée qui est tout bleu-violet et qui est grognon justement, qui fait la gueule. Et c'était un présent donné par les Shingus, il me semble, à Laureline pour permettre des transactions assez faciles. C'est un animal rare et il ne vient pas de Mule dans la bande dessinée, il vient de Bluxt. Cet animal qui vient de Mule, c'est encore une fois, c'est une espèce d'invention pour surfer sur l'effet, la capacité de la créature, mais c'est en aucun cas à grognon. Donc on te vante, voilà, attention, il y a le grognon, mais en fait c'est pas du tout ça. Et moi je me sens encore plus trahi quand je vois une espèce de dégénérescence en fait par rapport à la bande dessinée via cette créature qui a la capacité du grognon, mais qui n'est pas un grognon. C'est très très troublant et c'est très très frustrant. C'est un animal que j'adore et je vois ce film en faire, mais n'importe quoi, même dans les couleurs. Un grognon, c'est grognon et c'est bleu parce que c'est triste, parce que c'est morose, c'est maussade, voilà, il y a de l'amertume dans le grognon et on le voit toujours dans la bande dessinée en train de faire la gueule. C'est comme un espèce d'alien qui fait du crappy cat. Vous voyez le chat qui tire tout le temps la tronche sur internet. Eh bien le grognon c'est ça dans la bande dessinée. Il tire toujours la tronche. Et c'est bien Laureline, de par justement sa capacité à créer le contact, à créer le lien, qui arrive à l'apprivoiser. Et au final le grognon il est bien content d'être avec elle. Mais autrement, justement je crois qu'à chaque fois que Valérian il veut utiliser le grognon, il y a le grognon qui lui mord le doigt. Donc voilà, moi je trouve ça fascinant. Et en plus ça crée un espèce de contraste entre la capacité de la créature qui est inouïe et la créature qui a un caractère de
merde. Et je trouve ça génial, quoi. Et là, c'est une espèce de petit animal, hein, un peu apeuré, mais qui est bien gentil, qui se laisse caresser. Enfin, c'est un animal complètement fade. Pas parce que Luc Besson, encore une fois, il n'a rien compris. Et bien sûr, il le met dans une autre planète parce que ça arrange ses affaires. C'est même pas respecter la bande dessinée de déformer autant un alien aussi connu de la bande dessinée. Bon, là, vous voyez, c'est le fan de la bande dessinée qui parle. Alors là, je peux plus être objectif pour le coup. J'évoquerai encore une dernière créature du bestiaire. Ce sont des espèces de robots que nous voyons dans le film, les super robots au design ultra classe, les Keytron, qui sont détruits pour un rien. C'est-à-dire que ce sont des robots qui ont l'air super dangereux, technologiques. On peut se dire peut-être qu'ils ont un alliage spécial, mais en fait non, c'est des robots random, on dirait une version plus massive des petits robots de la Fédération du Commerce dans Star Wars, quoi. Ça vaut rien. C'est comme la plupart des personnages dans ce film, autres que nos deux héros. Quoique, bon, déjà les deux héros sont pas très sympathiques, mais bon, des caméos qui ne servent pas à grand chose. Alain Chabat, Ethan Hawke, je crois même Kassovitz, je l'ai pas repéré Kassovitz, mais Ethan Hawke et Alain Chabat, ça sert à rien, quoi. Ces scènes peuvent être enlevées, comme leurs prestations. Clive Owen joue comme un cochon. Rihanna, alors elle joue Bubble, une danseuse de cabaret métamorphe qui aide Valérian pour aller à un endroit, mais qui aurait pu être encore une fois enlevé du récit. On nous montre toute la performance musicale de cette danseuse, je sais pas, pour émoustiller l'américain, je pense, parce que l'américain est beaucoup plus accroché à Rihanna, le jeune, n'est-ce pas, que nous forcément en France. Ok, on voit qui c'est, mais il faut pas penser que c'est une star incroyable en France comme elle l'est en fait aux États-Unis, je pense. Je ne suis pas certain de ça, mais bon, quand même. Donc voilà, on met Rihanna pour un show de 4 minutes. Je les oublie dès que je sors de la salle et ça devrait pas être le cas. Alors oui, bien sûr, Rihanna, on s'en souvient parce que voilà, c'est une métamorphe, elle est jolie et tout ça. Elle prend les clichés des fantasmes masculins et les enchaîne comme ça, un peu ridiculement, de façon sexy. Enfin, tout ça, c'est vraiment nous prendre pour des neuneux qui avons la bite entre les mains dès qu'on voit Rihanna se transformer en infirmière, une domestique ou en écolière ou je sais trop quelle connerie. Enfin là je vois bien que je suis trop âgé pour ça. Ok, c'est sympa, c'est beau, elle est jolie, mais au-delà de ça, c'est vraiment nous frétiller. Alors bien sûr, c'est l'idée de la séquence, c'est l'idée du personnage vis-à-vis de Valérian, mais a-t-on vraiment besoin de faire ça dans un film Valérian ? Non, je pense pas. Ça c'est vraiment la production Repas Corp avec des trucs sexy parce qu'il faut faire des trucs sexy, mais c'est ordurier, je trouve, c'est assez ordurier, ça n'a rien à faire dans l'univers pulp de Valérian. Alors dans l'univers pulp de Valérian, il y a de la nudité, mais c'est pas des trucs de ce style, quoi. Ou alors ce sont des aliens qui sont de vrais aliens, quoi, et qui font des danses et tout ça, mais qui sont avec leur corps qui ne sont pas les nôtres. Donc là, oui, je sais qu'il y a des aliens qui sont particulièrement beaux et qui dansent et des choses comme ça, mais là c'est juste pour représenter de l'humain, quoi. C'est encore représenter de l'humain. Alors que sa forme en termes d'extraterrestre et même de danse, ça pourrait être super beau. Mais non, elle se met en humaine pour attiser. Enfin bon, bref. Enfin, c'est normal, puisque Valérian est un humain, donc elle se met en humain pour les fantasmes de l'humain. Enfin, c'est logique, mais ça sert un peu à rien. Il y a moyen de créer un désir autre qu'avec des grosses ficelles vulgaires. Il y avait un truc que j'avais un petit peu peur, c'est qu'on ne voit pas tellement les interactions entre Valérian, Laureline et les différents aliens. On en a quand même, mais peut-être pas tant que ça, en fait. On a beaucoup d'interactions entre Valérian et le centre de commandement, quand il s'agit bien sûr de poursuivre ces Pearl qui ont embarqué le commandant. Peut-être j'aurais souhaité plus d'interactions dans le monde même d'Alpha, quand ils sont dans un marché ou des choses comme ça. Non, ça reste quand même assez ciblé. Alors il ne s'agit pas d'une interaction cheapos où on a un champ contre champ et on les a pas tous les deux dans le même plan. Si, on les a quand même un petit peu, mais il n'y a pas tant que ça. Et ça, c'est peut-être aussi une petite faiblesse, un manque pour moi d'y croire, tout simplement. C'est-à-dire que j'ai trop l'impression, dans le récit, qu'on sépare l'alien, qui est un être virtuel pour la plupart, et l'être humain, qui
qui est un être réel qui joue un rôle. Je trouve que ça, c'est aussi une faiblesse. C'est une faiblesse de taille pour quand même une production qui est assez massive. J'avais lu sur, je crois, Courte Focale que il y a de l'ambition chez Luc Besson. Je pense qu'à ce niveau-là, il ne s'agit pas d'avoir de l'ambition. Tout le monde en a quand il s'agit d'imaginer des films. Tout le monde a de l'ambition. La différence est que lui, il va réaliser le film et il va le produire. Donc c'est là, il peut aussi se donner les moyens de son ambition. À lui seul. Donc il dirige sa boîte de production, une des plus grosses d'Europe, voire même la plus grosse. Et c'est la différence, tout simplement. Mais il avait été clair dans des interviews que si le film le plus cher du cinéma français fait un flop, EuropaCorp ne coulera pas. Besson a dit que ça coûterait trop cher de tourner en France, alors qu'il a lui-même créé la Cité du cinéma pour permettre des tournages en France. Alors le mec revient plus tard sur sa décision en négociant avec le gouvernement. Je vous épargne les détails, c'est un petit peu compliqué. Je vous les aurais peut-être pas épargnés si le film avait plus d'intérêt pour moi. Bon, ce n'est pas le cas là. Sachez que lui, à titre perso, il s'est mis 12 millions dans la poche, d'emblée. Alors qu'il a eu une dérogation du ministère de la Culture pour aller tourner en France, ailleurs qu'en France aussi, voilà, dans la Cité du cinéma, et bénéficier de tout plein de trucs de taxes en moins. Enfin, c'est un peu compliqué. Moi, j'ai perdu un peu pied avec ça. Mais par rapport à l'échec de Valérian au box-office, celui-ci dit dans une interview pour Screen Daily: comme tous les studios de cinéma, nous ne lançons un projet que lorsqu'on a réuni 80% de son budget. Sur Valérian, on a assuré 96% de son coût avant de le tourner. J'ai lu dans un journal que si le film se plantait, on coulerait. Mais c'est faux, et qui plus est écrit dans un papier qui appartient à une boîte concurrente, qui sortira un film en même temps que nous. La part de risque pour EuropaCorp représente 4% du budget, donc ce n'est pas un vrai risque financier, c'est plutôt un risque de notoriété. Si le film fait un flop, on perdra en crédibilité, ce sera plus difficile de proposer de nouveaux projets de cette ampleur. Donc pour moi, le risque n'est pas vraiment financier, il est humain. C'est ce qu'il disait. Et il précisait justement de ce financement un petit peu spécial, puisque c'est un financement en gros par prévente. Les préventes, c'est vous demandez aux acheteurs étrangers, allemands, autrichiens, italiens, chinois, japonais, vous leur racontez votre film avec votre scénario, vos dessins, et ils estiment si le projet est formidable, ils ont envie peut-être de participer. Ils vous donnent des avances, et c'est grâce à ces avances que vous pourrez faire le film. Donc en réalité, le financement du film est à 90% fait il y a 3 ans au Festival de Cannes, où ces gens-là ont dit oui et ont accompagné Luc Besson dans le film. Donc on a eu ce financement avant de le faire, et pas un financement comme ça qui est fait à blanc et qui va être après éventuellement remboursé par le box-office. Ça ne lui coûte rien, mais il compte quand même un petit peu sur le film pour compenser les baisses des actions d'EuropaCorp en bourse ces derniers temps, à ce que j'ai pu lire. Mais vous dites, oui, grand film français et tout ça, il y a quand même du financement US et il y a quand même du financement chinois. On a quand même, là, faut dire ce qui est. Le premier logo qu'on voit dans le film, c'est un logo chinois. Donc, à un moment, et d'ailleurs, je crois que dans le film, on voit un magnifique drapeau chinois très bien mis en valeur, ça veut dire ce que ça veut dire. Donc, film français, film 100% français, etc., non, son financement est à moitié français, voire même un tiers français. Donc il est déjà un petit peu moins français le film, il est tourné en langue anglaise, c'est un petit peu moins français, il n'y a pas forcément des grandes gueules françaises, tout d'un coup c'est un petit peu moins français, etc. Mais n'oublions pas aussi que les rôles principaux en production, montage, musique, etc., sont tenus par quand même des gens de notre pays. Donc ça donne en fait au film les valeurs pour être considéré comme une œuvre cinématographique française. C'est une production qui a attendu assez longtemps pour être au point, puisque il y avait beaucoup d'aliens à présenter. On voyait très bien que le 5e élément avait des limites, et avec la technologie proposée par Avatar, la performance capture, ça permettait d'être beaucoup plus précis quant à l'animation de créatures qui n'existent pas. Notre Luc Besson, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a bâti la Cité du cinéma
pour créer sa cité des 1000 planètes. Et pour le coup, bien fait, il est très beau, il a plein de couleurs, il est assez flashy par moments, il est d'une générosité palpable. C'est très coloré parce que c'est pulp un peu la BD, même si elle est beaucoup plus mélancolique que dans le film. Le film est assez léger généralement. Je ne dirais pas qu'il est vulgaire visuellement, mais il y a quelques moments où c'est un petit peu de mauvais goût, voire une Jessica Rabbit. Moi je trouve complètement déplacé à ce niveau-là. En plus ça sort du film parce qu'on connaît en fait la silhouette et le costume de Jessica Rabbit, et tout d'un coup le voir comme ça en espèce d'alien, c'est absolument affreux. Ça c'est vulgaire, ça c'est de mauvais goût. Après je dis que c'est de mauvais goût pour moi. Dites-moi ce que vous en avez pensé de cette Jessica Rabbit. Il y a cet exemple-là, mais il y en avait d'autres aussi. Mais je crois me rappeler aussi un moment quand ils sont dans le centre de commandement et qu'il y a une réunion entre les grands leaders en fait de Alpha. Il y a une espèce d'alien qui a un collier en clafoutis. Non mais un espèce de truc comme si, je sais pas, il y avait des cerises collées sur un espèce de truc blanc autour de lui. Enfin, c'était moche. C'était horriblement moche. C'était de mauvais goût. C'était d'autant de mauvais goût que l'espèce d'alien robotique dans Star Wars épisode 2. À un moment, à la fin du film, il y a une espèce de robot, on dirait un chef robot tout pourri, on dirait un vieux mec dans un costume, c'était affreux. Là c'est le même truc, c'est le même. Tu te dis ah ouais c'est Alien donc c'est bizarre. Non mais attendez, c'est même pas esthétique. Si ça se trouve, c'est peut-être le fameux costume qui a été donné à un concours pour des gens puissent montrer un peu leur talent. Et ils ont pondu ce truc. Mais c'est infâme. D'ailleurs, moi, je sais même pas quel est le costume qu'on verrait dans le film qui est issu en fait de ce concours. J'espère que c'est pas celui-là parce qu'il est quand même sacrément affreux. Mais bon, au-delà de ce petit détail, il y a quand même des belles choses. C'est plutôt bien fait. On a quand même la Weta et ILM qui ont encore une fois collaboré main dans la main pour nous faire un film assez travaillé. Après tout ça, vous savez, ça va vieillir, hein, mais bon, on voit très bien qu'il y avait beaucoup plus de taf. Il y a quand même plus de 2700 plans truqués. C'est assez lourd. Il y a les gros moyens, ça se sent. C'est un peu un souk virtuel par moment. Quelques incrustations qui sont pas très belles, mais bon, il y a tellement d'incrustations et des couches de choses pour nous faire croire à l'ensemble qu'à un moment, c'est obligé que ça se voit. Tout d'un coup, il y a des choses qui sont en moins bonne définition que d'autres, même s'ils travaillent sur des définitions énormes, par moments ça se sent, hein, et bien sûr on peut pas mettre autant d'argent dans certaines choses plus que d'autres, donc des fois ça se voit et ça peut faire sortir du film, même si le film a été mûrement réfléchi, comme disait Luc Besson, storyboardé. Ils se sont posé plein de questions concernant certains plans. Par exemple, le plan qu'on a dans la bande-annonce, on le voit traverser des mondes, il l'a réduit à ce que j'ai cru comprendre, mais encore une fois, il se tire une balle dans le pied parce qu'au début du plan, le plan commence, tu dis waouh, ça a l'air vachement bien, et tout d'un coup, bam, t'as un plan général de côté qui le filme d'en haut, un peu en plan grue, quoi. Tu dis mais qu'est-ce que ça fout là-dedans? Pourquoi on nous laisse pas le plan agir de lui-même? Non, il faut l'assister, enfin c'est... Et après on te coupe encore une fois, je crois, avec un plan de Laureline qui est en train de lui parler, il me semble, hein. Mais on se dit vraiment, on veut court-circuiter le spectaculaire. Alors je pense pas que ce soit le but de Luc Besson, mais bon, il l'a fait quand même, alors que c'était pas nécessaire. Je trouve ça fou. Alors en plus, c'est même pas une scène d'action en fait, réellement. C'est une scène de poursuite. Mais c'est pas de l'action avec des gens à tuer ou des gens à neutraliser, non, c'est Valérien qui traverse les différents mondes. Autrement, oui, c'est bien, ou des fois, oui, c'est moins bien. Les effets spéciaux sont inégaux, mais on sent quand même qu'il y a un taf. Et surtout, ça se démarque, hein, par rapport à ce qu'on voit souvent en France, hein. On se dit même que le film n'est même pas français. On dirait que le film est américain. Tellement on n'est pas habitué. Et c'est ça qui est marrant, c'est que Luc Besson dit oui, c'est un grand film, on a beaucoup bossé dessus, les effets spéciaux sont vraiment bien et tout ça. En termes de promotion, alors que les Américains, ça, ils font ça presque tous les mois, en fait. Ils nous sortent un film travaillé autant que celui de Luc Besson tous les mois. Et eux, ils sont pas en train de se dire oh, regardez nos super effets spéciaux. Bah oui, parce que c'est un peu unique en France d'avoir eu autant d'argent pour faire les effets spéciaux de ce film. Alors ils ont raqué partout, hein. Je vous avais parlé de financement chinois, mais au générique on a tout, hein. On a TF1, BNP Paribas, les crédits de début sont assez minables. C'est pour ça que je vous disais que cette séquence avec du David Bowie, je trouvais ça pas très bon. C'est qu'en plus,
Bon, déjà le titre il apparaît comme de la merde, hein, faut dire ce qui est. Aucune imagination pour l'apparition du titre, mais aussi les crédits de début. Vous savez à quoi ça m'a fait penser? Au crédit de Lockout. Le film avec Guy Pearce. Encore une fois, une production EuropaCorp, hein, avec une espèce de lettre en gris avec des flares, voilà, qui apparaît comme ça sur le côté pour faire regarder, c'est de la science-fiction, il y a un flare bleu. Oh là là, ça fait cheap. C'est comme dans Lockout, hein, c'est exactement la même chose. Je voyais ça, je me suis dit, oh là là, le film, il commence tellement mal. Ils ont le droit de mettre de l'argent dedans, mais ils sont cités comme ça en début de film, comme si c'était un espèce de téléfilm TF1, alors que c'est un film de cinéma. Oh là 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 là, mais ils devaient avoir des contrats pour apparaître dans les crédits de film, c'est absolument affreux. Il y a de quoi te faire sortir du film tout de suite, hein. Allez, attention, production TF1. Oh là là, là on voit que c'est pas américain. Autant, il y a plein de choses qui me font penser un peu à un film américain, mais alors ça, tu vois que c'est typiquement français. Jamais les Américains feraient des choses pareilles, hein. C'est vraiment un film qui a été énormément tourné sur fond vert, sur fond bleu. Il y a beaucoup de choses qui n'existent pas. Ça peut refroidir un max et ça peut vieillir un max. Il y avait une séquence qu'on voyait dans les espèces de making-of, je crois que ça s'appelle les bloopers ou un truc comme ça sur YouTube, où on voyait Valérian et Laureline arriver sur une petite plateforme qui était bleue aussi, c'est-à-dire le sol même est bleu, et qui frappaient comme ça dans le vide avec leurs pieds. On peut se dire qu'en fait ils frappaient dans une porte qui allait s'ouvrir ou même exploser. Mais rien n'était réel, c'est-à-dire qu'ils frappaient dans le vide comme deux idiots. Ils avaient l'air très cons, hein, sur l'image, et on se dit en fait qu'après tout va être refait, c'est-à-dire qu'ils sont tous les deux dans du fond vert intégral et ils ne savent pas ce qu'ils font, ils ne savent pas l'environnement et comme ça ils frappent comme ça devant eux. Et quand on voit le plan au final, plan qui n'est pas dans le film, eh bien on peut se dire que la porte a été calculée pour s'ouvrir d'une certaine manière ou carrément tomber d'une certaine manière et qu'on a tout un environnement autour d'eux qui a été retravaillé pour former peut-être un couloir ou un temple ou que sais-je. Donc en fait, si on a quelque chose d'assez intéressant ici, c'est qu'on crée complètement le décor, l'intégralité des interactions entre Valérian, Laureline et le monde qui les entoure. C'est intéressant parce que ça permet un degré de maîtrise jusqu'à la chute de la porte, ce qui est quand même assez exceptionnel. C'est-à-dire si la porte devait arriver comme ça, devait être fracassée et arriver comme ça contre la caméra, il pourrait le faire en créant une porte virtuelle. Mais en même temps, c'est virtuel, faut pas l'oublier. Vous avez beau faire des énormes efforts, ça restera virtuel et notre œil, s'il ne repère pas le caractère faux en fait du plan dans l'instant, il le repérera bientôt. Et c'est bien pour ça qu'il y a des films maintenant qui datent peut-être d'il y a 5 ans, ils sont pas regardables parce qu'on voit tous les défauts, on voit que ce sont des effets spéciaux, on voit que les explosions sont mal faites, etc., etc. C'est une affaire de temps pour que tous ces films vieillissent et c'est quand même malheureux que voilà on fasse un tel effort pour finalement une durée de valeur et de prestige si courte, parce qu'après tout ça, ça va prendre de l'âge et ce ne sera pas forcément si regardable que ça après coup. Je suis relativement inquiet de tous ces films qui utilisent lourdement les effets spéciaux. Je voulais quand même vous parler de ça, un peu de ma crainte. Autrement, le film, c'est bien, c'est Thierry Arbogast qui fait la lumière, il n'y a pas de souci. Il y a quelques petits problèmes de montage. Je trouve la scène finale avec les K-Tron, elle est pas très belle à regarder. Elle est pas très bien filmée, il y a des problèmes de 180, mais bon, ça, il y en a un petit peu partout maintenant. Les gens font fi de règles de cinéma pour faire regarder, je suis transgressif, mais en fait, ça vaut pas grand-chose. Bon, là, c'est presque perdu d'avance de commencer à rouspéter à propos de ça, tout le monde le fait. Plus personne n'a à foutre de règles classiques du cinéma, maintenant on veut tout exploser, bon. Mais du coup, ça peut couper le spectateur par moment de la scène. Tu dis, où on est en fait ? Qu'est-ce que c'était que ce plan ? Et ça peut perturber du coup l'immersion, tout simplement. La musique, quant à elle, j'avais préparé une petite blague. Alexandre Desplat, un aplat de musique. Excusez-moi de le dire, c'est le cas. Alors c'est super classique, c'est super oubliable. Il a toujours fait ça, j'ai envie de dire. C'est sautillant, c'est sympathique, mais c'est
complètement oubliable. Il n'y a pas de thème marquant, il n'y a pas de moment grisant. On l'entend un petit peu par moment, mais c'est très très léger. Il n'y a pas de prise de risque. C'est son orchestre avec ses petites flûtes et ses petits violons, etc., etc. Alors oui, le mec il est content parce qu'il a pu enregistrer des partitions, je crois, à Radio France, il me semble. C'est ce qu'il avait dit en interview, il me semble. Je peux me tromper, hein, mais je crois que c'est ça. Oui, ok, c'est très bien. Sauf que la BO, moi j'ai pas envie de la réécouter. Je l'ai écoutée une fois, ça me suffit. Et ça, je trouve c'est dramatique. Tout d'un coup, là on propose des licences qui doivent être fortes, qui doivent impacter, qui ont un imaginaire, un visuel impactant, et on n'en fait rien au son. Au son, tout est oubliable. Et ça, c'est dommage. Y a rien qui marque au son. Alors je peux vous dire, je sais pas, comparer c'est pas forcément, mais le cinquième élément, la musique elle est marquante, parce que c'est pas un mec normal qui l'a faite. Et ça se sent tout de suite. Alors oui, c'est difficilement qualifiable la musique de Eric Serra, mais par contre elle a une vraie gueule, elle a une personnalité, elle a une identité. On s'en souvient. Là on s'en souvient pas. Parce que le mec, il fait 4-5 compositions par an. Comment voulez-vous vous concentrer pour créer quelque chose d'imaginatif, identifiable par le spectateur et fredonnable? On a envie d'aller chercher la musique après. Non, il peut pas. Parce que le mec, il est pressé comme un citron. Alors, ok, c'est sympathique, ça fait le boulot. Mais alors, rien de plus. Rien de plus concernant sa musique. Pour terminer, je parlerai un peu de la réception du film, parce que là, vous avez la critique très très en retard. Hein. Bon, après, je fais pas ce que je veux dans la vie, donc c'est comme ça. Le film est très très mal barré pour rapporter. Il a à peine rapporté 100 millions de dollars actuellement. Les chiffres ne sont pas à jour, mais je pense que ça doit être guère plus. Et d'après Besson, il faudrait au moins 350 millions pour qu'il puisse envisager une suite, bien qu'il ait déjà écrit les scénarios des suivants. Alors il a fait, je trouve, avec son équipe, une campagne très agressive. C'est une machine estivale, mais qui ne marche pas. Alors pourquoi le film ne marche pas, indépendamment de ce que j'ai dit moi en termes de critique? Je pense que personne ne connaît la source. Et ça, j'ai bien compris que sur les critiques que j'ai pu lire ou entendre ou écouter, la quasi-totalité des personnes n'avaient pas lu la bande dessinée, donc ça joue aussi sur les réceptions, sur la hype, sur l'envie d'aller voir le film en salle. Il y a eu aussi une promotion qui ne posait pas les enjeux, c'est-à-dire qu'encore une fois, c'est une promotion qui montre l'univers, mais qui ne montre rien d'autre. Et en fait, on se dit, mais en fait, le film, il va parler de quoi? Voilà, on ne sait pas. Bon, voilà. Ce sera une jolie vitrine, mais rien de plus. Et ça, c'est vrai qu'en promotion, ça peut être emmerdant de ne pas poser les enjeux, en fait, du film. Les enjeux de base, hein. Et ensuite, les critiques US sont fortement disqualifié le film, où ils ont détesté le film. C'est sûr qu'après, la réception peut vachement être freinée quand on va voir le film, ou quand on ne va pas voir le film à cause des critiques US. Les deux acteurs ont été dans des blockbusters dans lesquels ils ont joué de façon passable, et les blockbusters n'étaient pas forcément reçus correctement, donc là ça bloque. Et en dernier point, on a quand même eu des sorties assez lourdes ces derniers temps. Spider-Man, La planète des singes, Dunkerque, donc là c'est sûr, hein, le film là qui est inconnu de tous, il va essayer de se faire une place, mais il semblerait que Dunkerque ait gagné la bataille. Il a été mal accueilli aux States, c'est bien logique dans un sens, puisque les Américains ne vont pas laisser un petit Frenchie faire la loi avec leur blockbuster. Hollywood a tout intérêt à ce que ce film ne marche pas, parce que c'est la concurrence directe de leur grosse franchise. Parce que s'il marche, on aura droit à du Valérian 2, 3, 4. Hein. Ça, c'est à peu près certain. Donc, nous sommes en face d'une Amérique protectionniste, en plus avec Trump plus que jamais. Et c'est bien normal que, je pense, les critiques n'ont pas voulu de ce film parce que ça faisait de l'ombre sur les franchises générales américaines. On peut voir aussi ça comme ça. Alors, c'est horrible de le penser comme ça, mais ça peut être une éventualité. Et pour terminer, je voudrais évoquer avec vous un petit sujet qu'a balancé Luc Besson comme ça, un truc que je trouve assez scandaleux. C'est la chronologie des médias qu'il veut exploser, qui est malmenée par les plateformes qui diffusent en VOD les films et au cinéma en même temps. Vous savez, cette agitation qu'a causé le film Okja à Cannes,
en projetant à Cannes et en même temps sur les plateformes Netflix. Le délai de sortie du film entre la sortie en salle et la mise à disposition, c'est à peu près de 4 mois, d'après Luc Besson, et il a voulu tout éclater, c'est-à-dire proposer un système premium pour voir dès la première semaine le film via un abonnement plus cher. Il avait parlé de, je crois, $50 pour justement voir le film directement sans en fait se déplacer en salle. Pour lui, le délai encouragerait le piratage. Et puis, j'avais bien compris ça de sa part, mais il s'est bien gardé de le dire, quand on fait la promotion d'un film, c'est souvent la promotion pour faire la diffusion, l'exploitation en salle. Donc c'est une lourde promotion, Valérian a quand même été assez promu dans le monde entier. Le film ne va pas marcher, il va devoir refaire une nouvelle vague de promotion quand il s'agit de le proposer en VOD ou en DVD Blu-ray. Donc ça donne encore plus d'argent à mettre sur la table pour faire la promotion du film. Alors que si vous faites une grosse promotion mondiale pour le cinéma avec en même temps la VOD, le Blu-ray et le DVD, vous gagnez de l'argent. Enfin, on va dire que vous en perdez moins. Donc ça, en termes de production, ça c'est intéressant. Mais pour lui en tant que producteur et diffuseur. Donc c'est sûr que exploser la chronologie des médias, ça avantage certainement Luc Besson. Mais je trouve qu'il faut aussi laisser le temps au film de vivre avant qu'il soit indéfiniment revisionnable. Parce que dans ce cas-là, personne n'ira au cinéma. Hein. On restera chez nous, et puis voilà. Et puis vous savez qu'en ce moment, il y a de plus en plus de systèmes pour regarder les films chez soi qui sont assez impressionnants et qui sont très bien aussi au niveau du son. Donc pourquoi se déplacer au cinéma ? Là, ça posera un petit problème. C'est une logique de producteur qui va tout faire pour avoir le moins d'argent possible à mettre sur la table. C'est louable, mais ça va trop vite. Les gens ne peuvent pas se retenir non plus. J'en sais bien quelque chose. Donc voilà, je trouve que c'est clairement une tentative pour satisfaire les constipés du cinéma. C'est la logique de garder ce climat de vitesse à l'heure où on est vraiment dans une société de flux, mais que cette plateforme premium, et là il l'avait bien précisé, garde en fait une part pour l'exploitant, parce que là, dans ce cas-là, l'exploitant n'aurait rien pour lui, mais qu'en fait la plateforme soit presque une plateforme de l'exploitant. Donc là, ça demanderait aux exploitants de mettre en place une plateforme pour proposer leurs films. Enfin là, ça deviendrait délirant. Enfin là, il y aura des enjeux de pouvoir économique assez monstrueux. Déjà que Netflix, c'est un peu spécial. Moi, je sais pas du tout où ça va aller cette affaire. Moi, je souhaite qu'on reste sur notre système actuel de salles de cinéma, qui font d'ailleurs de très bons scores. Hein. On a quand même beaucoup de salles, et ça marche, je pense, relativement bien en fonction des sujets. Je pense pas que ça soit nécessaire de tout d'un coup créer un cinéma chez soi, quoi. Je n'aime pas trop ça. C'est pour ça que je n'aime pas trop Netflix. En même temps, voilà, Netflix, ça va devenir une major dans quelques années. Elle produit beaucoup de choses et beaucoup de films. Et certains sont de qualité. Pas tous, mais certains commencent à avoir une petite qualité. Donc, il faut vraiment se méfier de ça parce qu'ils capitalisent sur des films qui appartiennent à d'autres majors, mais qui leur ont vendu pour les exploitations. Du coup, ils se font un max de pognon, un peu à la manière de Disney. On clôt le sujet parce que c'est même pas le sujet de Valérian, mais je voulais vous sensibiliser aussi à cette question-là de la chronologie des médias qui est très intéressante. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout cela en commentaire. Pour terminer, parce que là ça a déjà duré bien trop longtemps, pour terminer, c'est un film riche et lumineux, mais qui n'est pas du tout intéressant. C'est-à-dire que c'est quand même un visuel raffiné, avec de l'action, de l'humour, un peu de romance, de la romance idiote, je devrais dire, mais la puissance kinétique et un visuel saisissant face à des obstacles narratifs, comme je l'avais lu dans une critique. C'est un mauvais film pour moi, car il ne surprend pas, c'est une mauvaise adaptation, alors là, vous n'avez pas idée à quel point. Ça a été fait en France, par des Français, avec un réalisateur français. Je pense quand même que les réalisateurs américains auraient moins perdu leur temps à présenter l'univers et auraient mieux construit leur récit, même si ça aurait été peut-être autant un mauvais film. Je lui mettrais... Qu'est-ce que je lui mettrais un... Oh là là, je sais pas moi... un 11,5.
Je vois pas pourquoi je devrais regarder le film. Et ça, c'est un problème. C'est pas très intéressant, mais ça devrait quand même être vu, hein, parce que c'est quand même un spectacle, hein, ça vaut, je pense, mieux que Spider-Man Homecoming, quoi, le nouveau Spider-Man. Mais j'ai même pas envie d'en faire davantage le tour, j'ai oublié des trucs, mais j'ai déjà perdu largement assez de temps avec ce film. Hein. Je suis désolé pour le retard, hein, mais bon, vous savez très bien que je vais pas courir après les tendances, parce que ça commence à être un peu épuisant. Donc voilà. J'espère quand même que ma vidéo vous aura plu. Je suis désolé d'avoir poussé quelques gueulantes par-ci par-là dans la vidéo, mais bon, hein, quand un film ne nous plaît pas, il faut bien aussi le dire. J'espère que vous aurez passé une meilleure séance que moi. N'hésitez pas à dire un peu ce que vous en avez pensé de ce film, à faire aussi vos retours sur ce que je viens de dire. Si vous avez des informations complémentaires à proposer par rapport à la bande dessinée, peut-être à des choses que vous avez vues dans le film, n'hésitez pas à me dire tout cela en commentaire. Je serai ravi de vous lire et de vous répondre, bien sûr. Je vous remercie, merci beaucoup pour les abonnements, pour le soutien, merci. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine et à très bientôt. Profitez bien de votre mois d'août, à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!